Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission de l'Hebdo. Ce soir, nous parlerons cinéma et musique avec nos invités qui sont Maurice Bastide et Karine Dispensieri. M'accompagnent également en tant que chroniqueuse Lily Rose et Émilie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. 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 Alors, sans perdre de temps, Lily Rose, on y va. Alors, moi je vais vous faire une chronique sur les films qui ont fait bouger la mentalité de la société ou découvrir des choses taboues. Donc déjà, j'ai deux petites questions. Est-ce que vous savez quel est le premier film diffusé au grand public au cinéma? À quelle date? C'était pas le... Oui. C'est un film c'est Les Frères Lumière. Oui. C'est un film qui, d'ailleurs, c'est le premier film, c'est la sortie de l'usine, en fait. Oui, la sortie des ouvriers de l'usine Lumière, ouais. C'est ça. En 1895. Oui. Et ça durait 10 secondes, je crois. Enfin, c'était vraiment très... En fait, il a essayé, quoi. Il a dit, tiens, je vais faire un essai. Ouais, il l'a fait au grand public et en plus, il a fait payer les gens, comme aujourd'hui dans les cinémas. Pour 10 secondes. Ouais. Moi, je pensais que c'était le film avec Charlie Chaplin, là. Le premier film muet. Non. Non, c'était bien après. Ouais. Ouais. Et oui, c'était après, parce que carrément, 1800, avant 1900. Quoi. C'est les temps modernes, donc ça, c'était les grandes usines et tout. Je pense. Ah bah, Et à quelle période et quel était le premier film en couleur paru au cinéma? Alors moi, je savais pas. C'est autant. Premier film en couleur. J'allais dire autant n'emporte le vent, mais bon. Non. Je crois que c'est les dessins animés, non? Ouais. Alors c'était en 1932. C'est Blanche-Neige, non, non. Voilà, c'était effectivement. Alors en 1932, c'était un film d'animation en premier. C'était Des arbres et des fleurs, ça s'appelle. Qui était avec le Technicolor Trichome, donc pour dire que c'était un film en couleur. Et après, c'est effectivement Blanche-Neige et les 7 nains en 1937 de Walt Disney. Ouais. Elle n'est pas jeune, hein, Blanche-Neige. Hein. Non, c'est sûr. Elle est bien conservée. Mais en tout cas, je viens de réaliser une chose, c'est que je ne jouerai jamais au Trivial Poursuite avec Maurice. Ça, c'est sûr. Bon. Voilà, ça, c'était mes deux petites questions quiz. Alors, après, en 1999, il y a un film des frères Dardenne qui ont révolutionné la mise en scène avec leur film Rosetta. Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu.
Mais apparemment, pourquoi ils ont révolutionné la mise en scène? Parce qu'ils ont posé leur caméra sur l'épaule et qui bougent comme dans un documentaire. Leur manière de filmer au plus près d'Emily Duquesne, l'actrice de ce film, et leur sens du détail important, ils donnent un coup de fouet au cinéma et font bannir la mise en scène plan-plan. Et ça aura vraiment un impact voilà, sur le cinéma et sur la technique cinématographique. Ensuite, en 1979, c'est l'Apocalypse Now qui révolutionne à son tour le film de guerre. Vous l'avez vu ou pas? Oui, c'est Stanley Kubrick qui l'a réalisé. Rosetta, je l'ai pas vu, mais Apocalypse Now, oui. Ouais. 19. Et c'est la première fois qu'un film de guerre parle des ravages mentaux irréversibles et pas seulement physiques provoqués par les combats. Et c'est un film qui désormais amènera la psychologie dans les films de guerre. Donc ça, c'était... Ah oui, ça, il y a des choses comme ça qui ont changé un peu. Ouais. Il y a aussi, dans un autre registre, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, c'était la première fois on voyait un peu les vaisseaux. Enfin, ils avaient filmé pour qu'on voit les vaisseaux dans l'espace. Et donc, c'était, je sais pas, dans les années 60, fin 60 ou un truc comme ça, début 70. Et là aussi, c'est la première fois on voyait à l'image ce qu'on allait voir plus tard avec Star Wars. Ouais. Lui, Stanley Kubrick, il a fait bien avant. C'est clair. Alors, on a découlé Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. Forcément, on n'oublie pas, enfin, on a tous été choqués, je pense, par la scène du débarquement en Normandie, où on voit les soldats qui tombent avant même d'arriver, voilà, et la mer qui devient rouge. Voilà. Donc, il est très très long ce film, je crois qu'il dure 3 heures. Il y a je crois qu'il y a 2 versions, la version courte et la version longue, non? Ou je confonds avec... Je crois qu'il dure presque 3 heures et que je me souviens que tout le monde disait il faut ramener son repas parce que c'est très long pendant la séance. Moi, j'ai pas été emballée par ce film parce que j'ai trouvé ça très américain, très héroïque. L'américain, c'était un peu le cliché pour moi de la réussite américaine. J'ai trouvé ça dommage. Oui, ils aiment bien aussi. Non, mais ce film, c'était flagrant quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé ça flagrant. Ouais, là, vraiment. Oui, voilà, c'était tout pour eux. C'était les grands sauveurs. Enfin, j'ai trouvé ça dommage. Sinon, le film en lui-même, oui, était intéressant, mais... la technique, je pense qu'elle est vraiment... En même temps, c'était dans le titre... Pardon, Lily Rose, mais c'était vraiment les Américains qui viennent sauver, quoi. Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, oui, c'était vraiment... Oui. Bon, après, ceci dit, on l'a regardé, hein, mais j'avais trouvé ça décevant. J'avais vu au cinéma. J'avais dit, dis donc. Par rapport à d'autres films, comme on disait, là, Apocalypse Now ou Good Morning Vietnam, tous ces films un petit peu... Et encore, que même celui-là, c'était aussi tourné vers les Américains, quand même. Mais enfin, ceci dit... oui. Alors, on t'écoute, Lily Rose. Alors, toujours dans le film de guerre, moi, il y en a un qui m'avait beaucoup marqué. J'étais à l'école, encore, donc c'était avant-hier. C'est La liste de Schindler. Ah, j'ai adoré. Oh là là. Oh là en 1993. Je pense qu'on a tous pleuré. Avec Liam Neeson. On a tous eu de la compassion pour... J'adore j'adore cet acteur. Et mon fils, il s'appelle Liam. Je l'ai appelé Liam pour cet acteur. Pour Liam Gallagher aussi. Donc comme ça, j'ai fait un doublé. Mais c'est vrai que j'ai adoré ce film. Vraiment. Oui, parce que il a quand même sauvé 1200 juifs. Il les a achetés. Pour les sauver. Et la scène finale est quand même belle où tous les juifs enlèvent leur couronne pour les faire fondre pour que lui, qui est ruiné, puisse s'en sortir, quoi. Alors, par la suite, ce monsieur, donc, avait été remercié justement lors d'une cérémonie en Allemagne, où ils étaient tous venus, les descendants. Ils avaient fait une cérémonie qui a été filmée, qui doit être sur YouTube, hein, d'ailleurs, qui était très émouvante, je trouve. Il est dans le top 100 de l'American Film Institute. Excusez-moi pour mon absence. Il est en 8e position, donc ça doit sûrement être un
un institut en Amérique qui est très important. Ouais. Et il était magnifique ce film. Ouais. Moi, ça m'avait traumatisé, raconter. mais ça m'avait traumatisé pendant. Voilà, enfin, ça avait l'air tellement réaliste, les gens dans les camps de concentration. Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour être aussi minces, les acteurs, mais. Je vais vous raconter une petite anecdote, si tu permets, Lily Rose. On m'avait demandé, j'avais 18-19 ans, on m'avait demandé de jouer la musique de film, de la BO du film, de la liste de Schindler, donc pour violon et orchestre. Alors, je l'ai regardé, ce film, je sais pas, 2-3 fois d'affilée pour essayer de m'imprégner, pour l'interpréter au mieux. Et puis, bon, je joue le truc et les gens viennent me féliciter et une vieille dame vient me voir et elle me dit, mais vraiment, je sais pas, elle tenait à peine debout, elle avait 2 personnes à côté d'elle et elle vient me voir, elle me dit « Merci mademoiselle, j'ai revécu le film et mes souvenirs. » Et elle me donne un mouchoir tout mâchouillé, tout plein de morve sur de larmes. Et elle me dit « Mais j'ai pas arrêté de pleurer pendant que vous avez joué. » Et je pense que c'est une dame qui a vécu de près oui. Ce qui était décrit dans le film, quoi. C'est vrai. Alors ensuite, on va revenir en 1978. Là, on va parler d'un film français. Si je vous parle de Renato et d'Albin. Ah, La cage aux folles. Oui. Voilà, La cage aux folles. En 1978, c'est un film franco-italien qui est adapté de la pièce de théâtre Épinone. Donc, c'est un des premiers films français et qui parle de l'homosexualité. Alors, certes, c'est d'une façon très théâtrale, très en comédie, mais je pense que ça a fait avancer la mentalité de... Beaucoup avancé. À l'époque, la pièce, déjà, elle avait cartonné terrible. Et il y a eu deux autres films après. Et en 1996, aux États-Unis, il y a eu un remake américain de ce film, Birdcage. Ça, j'ai jamais vu. Moi, je me semble que j'ai vu ce film, le remake. Bon, les remakes en général sont pas aussi bien, hein, ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu, donc je vais pas juger, mais bon, ça, c'est vrai que Renato et Albin, on a tous été marqués par ce film. Je sais pas si le public aurait le même accueil avec la mentalité de la société actuelle très puritaine, là. Je sais pas. Je crois que à la limite, je pense qu'on toucherait à l'homophobie. Je pense que si ce film sortait maintenant, je pense qu'il aurait été décrié parce que c'est les travers qui sont marqués. Alors que bon, quand même, c'est toujours bien de montrer aussi je dirais l'excès. Oui. Ça fait aussi réfléchir. Dans l'excès aussi, donc en ce moment c'est un peu compliqué, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de censure, vraiment de politico-correct, on va dire. On ne peut plus rien dire. Alors il y a un autre film sur l'homosexualité que je pense que tout le monde le connaît aussi, c'est Le secret de Brokeback Mountain. Alors je suis pas douée en anglais. Brokeback Mountain. Ouais. Donc là, c'était pas des. C'est un film de cow-boy. C'est ça, un film de cow-boy. Ouais. Pas vu, hein. C'est deux hommes qui se rencontrent. Donc il y en a un qui est marié et les deux vont garder des. Je me souviens plus si c'est des moutons ou des. C'est des vaches, crois, non, c'était pas des vaches? Moutons, je crois. On n'a pas vu le même film alors. Enfin, ils vont dans les montagnes pour. C'est des bergers, J'ai vu. Je sais plus si c'est des moutons ou des. Non mais attends, j'ai vu. Moi, franchement, dans les montagnes, j'ai dû voir la version tibétaine. Je crois que c'était des vaches. Il me semble que c'était des vaches. Enfin, peu importe. Ils étaient partis dans la montagne et puis finalement.
ils vont faire une saison. Alors, il fait très froid, donc je pense que c'est sur l'automne-hiver pour travailler en saison, pour garder des vaches à mon avis. Et puis, les deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Donc on voit que c'est quand même assez et il y en a un qui assume, alors je sais plus lequel c'est des deux, qui assume son homosexualité, qui veut vivre avec cet homme, enfin qui veut vraiment vivre son histoire, et l'autre se cache derrière une vie hétéro avec une femme et deux ou trois filles, je crois. Et cette histoire va durer pendant 20 ans. Donc celui qui est marié dit à sa femme qu'il retrouve son ami pour aller à des parties de pêche. Donc on les voit partir avec les cannes à pêche, tout ça, mais bon, ils reviennent jamais sans poisson. Et puis après, la femme s'en rend compte. Donc il y a toute une scène, et ensuite l'homme préfère rester marié, et ça finit dramatiquement parce que celui qui assumait son homosexualité est décédé dans un accident de voiture. Oui. Ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment un très beau film, d'abord au niveau des sentiments, tout ça, et des paysages aussi. C'est beau, moi j'ai trouvé. Voilà, ensuite en 1993, nous avons Philadelphia, là aussi tout le monde connaît. Ah, j'ai adoré. Premier film qui parle du sida. Oui. Et la musique aussi, la musique super. Ouais. La musique, Bruce Springsteen. Ah, j'arrive pas à le dire, pardon. Springsteen. Voilà, qui nous fait pleurer aussi. Et là, ce film, je trouve qu'il est vraiment bien fait parce qu'il montre vraiment la maladie avec ce que ça peut montrer physiquement au niveau des conséquences que ça peut avoir, et au niveau de la société aussi. Donc, l'acteur, c'était Tom Hanks. Voilà. Alors, ça m'amène à vous parler aussi du handicap mental. De Rain Man, alors. Voilà. Alors, Rain Man, effectivement, en 88. C'est-à-dire qu'on était toutes amoureuses de Tom Cruise à l'époque. C'est vrai. Je veux dire, le coup des c'était quoi, les cure-dents? Les allumettes. C'était les allumettes, Karine, tu as raison. Et le coup des allumettes, à la limite, bon, on le regardait les compteurs, on disait, mais montrez-le nous. C'est vrai, on était fascinés. Oh là là, je m'en souviens. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui pour ma part, mais c'est vrai que... non, pauvre. C'était aussi parce qu'il y avait Tom Cruise dedans. Enfin, Dustin Hoffman est exceptionnel dans ce film. Voilà, alors Dustin Hoffman, c'est le personnage principal, je n'ai pas noté le prénom. En fait, il est autiste, mais il est atteint du syndrome d'Asperger. Donc le syndrome d'Asperger, il n'y a pas longtemps, on en a parlé alors j'ai une culture télévisuelle très restreinte. Dans comment ça s'appelle, l'émission de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de minuit, il y avait un jeune de midi. Candidat qui est resté de longues semaines. Les 12 coups de midi à minuit, je crois que les personnes qui regardent cette émission sont couchées depuis longtemps. Et il y avait ce jeune qui était atteint de ce syndrome d'Asperger, donc ça a vachement évolué. Faire venir, dans une émission culturelle, faire venir un jeune qui est atteint d'autisme, c'est, moi je trouve que c'est formidable. On est bien sorti d'ailleurs. Ouais, très bien. C'était un meilleur. Même le meilleur. Il a gagné pas mal de vitrines et tout, Paul. Ouais, je pense qu'ils lui ont demandé d'arrêter, le pauvre. Non, mais je trouve que c'est une belle évolution quand même. Après, il y a Forrest Gump. Eh oui. Avec Tom Hanks. Ah, ça j'ai aimé. Cours Forrest. Il y avait une finesse dans ce film extraordinaire. D'ailleurs, comme on parlait des choses qui étaient, on va dire, un petit peu révolutionnaires au cinéma, dans ce film, en fait, c'était la première fois où on voyait des montages avec... Alors, il y a des scènes où on voit Forrest Gump avec Kennedy ou avec... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu la... Les allers-retours, Voilà, ils avaient réussi à faire des montages assez vrai, quoi. D'abord, c'est un film qui a obtenu 6 Oscars du cinéma en 95.
Et en 2011, ce film a été sélectionné par la National Film Registry. Alors, je ne sais pas ce que c'est. La Bibliothèque du Congrès. Donc, c'est vraiment... Ensuite, alors Cocorico, un film français sur l'autisme, le 8e jour. Oui. Ah oui. Avec Harry qui est Daniel Auteuil et Pascal Duquesne qui est Georges. Oui, je me souviens, mais je n'ai pas vu. Oui, moi je l'ai vu. C'était sur la trisomie 21 et Pascal Duquesne est une personne trisomique. Ouais. Donc là, on montrait vraiment ce qu'était la maladie. C'était aussi une avancée. Ça, c'était en 96. Après, il y en a un autre, c'est Code Mercury en 98, avec Bruce Willis, qui est un agent du FBI et qui doit protéger Simon, un petit enfant autiste de 9 ans qui a découvert un code dans un livre, un code secret. Donc, et alors, bon, outre tout ce qui est le film Agent du FBI, tout ça, il montre bien que comment qu'un enfant autiste, on ne peut pas le toucher, il ne faut pas s'énerver quand on lui parle. Enfin, j'ai trouvé le côté plus maladie était bien représenté dans ce film-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Sophie oui, celui-là, je l'ai vu. Oui. Très bon film. Il passe régulièrement à la télé après. Ouais. Ensuite, sur le handicap physique, donc Cocorico, un film français intouchable. Ah oui, on l'a vu. Ah oui. C'est un chef-d'œuvre. Il faut montrer les chefs-d'œuvre français quand même. On en a aussi. Il n'y a pas que des films américains. Donc là, c'est un homme qui est tétraplégique. Alors, c'est une histoire vraie. C'est inspiré de la vie de Philippe Pozzo di Borgo. Donc, il est tétraplégique et il y a Omar Sy qui fait l'auxiliaire de vie à côté de je ne sais plus comment il s'appelle. François Cluzet. Ouais. Voilà. Mais je me souviens plus de son nom de scène, enfin dans le film. François Cluzet. Et puis après, j'ai vu un autre film. Alors ça, il est peut-être moins connu. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est en Argentine, je crois. C'est la vie du boxeur Vinny Pazienza. Alors je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est un film qui est sorti en 2020. Donc c'est à la fin des années 80. Donc ce boxeur est au sommet de son art. Il a vraiment une carrière prometteuse et malheureusement, un soir, il a un accident de voiture et il se retrouve paralysé. Et donc les médecins lui disent non, vous ne pourrez plus jamais reboxer. Parce que, alors apparemment, c'était un problème au niveau de la colonne vertébrale, mais au niveau des cervicales, tout était cassé. Enfin, cassé ou prêt à... Et lui, il n'a pas voulu accepter son sort. Il ne se voyait pas rester couché dans un lit toute sa vie. Donc, il a accepté une expérimentation, qu'on lui mette alors, c'était comme des arceaux qui étaient posés sur ses épaules et qui étaient vissés en haut de son crâne pour ne pas faire bouger sa tête. Et alors, on nous montre bien vraiment tout. Hein. Et donc, il sort de l'hôpital dans cet état-là. Donc, il ne fallait pas qu'il se cogne la tête, forcément, pour ne pas faire bouger la colonne et les cervicales. Et en fait, il a tout fait pour retourner sur le ring. Donc, on le voit s'entraîner dans sa cave en secret. Après, il y a son entraîneur qui l'aide. Et il va remonter sur le ring et il va gagner. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est une histoire vraie. J'ai trouvé que c'était quand même très... Si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle K.O. Bled for Vis. C'est pas de le trouver. Hein. Ouais. Et quand on lui enlève son arceau, et on le voit bien, hein, il ne veut pas être anesthésié pour qu'on lui enlève les 4 vis qui sont dans son crâne. Il demande à ce que ce soit fait sans anesthésie. J'ai pensé à toi, Sophie, avec sa main. Oui, parce que bon, j'ai beaucoup de blessures de guerre où j'ai été recousue sur le coin d'une table, comme les animaux. Là, notamment au mois de décembre. J'ai eu 8 points en tenant moi-même la lampe et en serrant les dents avec un torchon. Le Vietnam à Fouriagne. C'était ça. Bon. Tu as fait Terminator. Oui, j'ai fait, c'est ça. C'est ça. Oui. Et oui. Alors,
Vas-y. Oui, vas-y. Tu as terminé, Lily Rose? D'accord. Non, j'ai pas fini. Alors, Donc, je vais accélérer. Donc, toujours dans les films avec les handicaps physiques et qui amènent au sujet de l'euthanasie. C'est un film de Clint Eastwood, Million Million Dollar Baby. Baby. J'ai adoré ce film. Donc, c'est une jeune fille qui est passionnée. Alors, c'est en 2004. C'est une fille qui est passionnée par la boxe. Attends, Qui je veut te coupe. absolument devenir. C'est un film qui a été réalisé par Clint Eastwood. Oui, je l'ai dit. Ah, pardon. Et excuse-moi. c'est mon acteur fétiche, Clint Eastwood. Oh, et donc c'est un film réalisé par Clint Eastwood. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'émission de Jacques Martin. On a le droit de dérailler. Allez. Je vous ai dit, Michel, si tu m'écoutes, je suis prête. Michel Drucker. Bon, vas-y, continue. Donc, cette jeune fille, elle veut absolument faire dans la boxe féminine. Donc, elle arrive à convaincre Frankie, donc Clint Eastwood, qui est un entraîneur voilà, dans une petite salle de boxe régionale. Elle arrive à le convaincre, lui et son ami, à la former et à l'entraîner pour ça. Donc, elle démissionne de son job de serveuse et elle se met à fond à la boxe. Elle entame sa carrière. Donc, elle met les gens, enfin, comment on appelle ça, ses adversaires KO souvent. Et puis, malheureusement, à un moment, il y a un accident. Elle devient tétraplégique et sous assistance respiratoire, donc sans possibilité de guérison. Donc là, elle supplie Frankie, dit Clint Eastwood, de l'euthanasier. Alors au début, il refuse. Donc on voit à la fin, il y a une scène où elle se mord la langue pour se créer une hémorragie parce qu'il y avait que la tête qui bougeait en fait, enfin qu'elle pouvait remuer. Et elle est sauvée et à la fin, on imagine que c'est Frankie qui l'a euthanasié parce que il ferme la porte, il s'en va et voilà. Donc l'euthanasie, c'est aussi un sujet tabou quand même dans la société. Donc voilà. Enfin, en France en tout cas, parce que sinon. Là-bas aussi, c'était pas autorisé aux États-Unis. Mais il y a des États où ils ont le droit, je crois. Ouais. Après, certains États, je ne sais plus lesquels. Après, nous, pas loin de chez nous, je crois qu'il y a la Belgique qui est. La Suisse, ouais. La Suisse et la Belgique. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un autre film français, Cocorico, en 2008. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-là, j'étais allée le voir au cinéma pour essayer de me remonter le moral. On pleure. Il s'appelle Il y a longtemps que je t'aime. C'est avec l'actrice qui a joué dans 4 mariages et un enterrement, l'anglaise là, Scott. Christine Scott. Scott Thomas. Ouais, j'aime beaucoup cette actrice. Ouais. Et en fait, on voit cette femme, on comprend pas au début pourquoi cette femme est si triste. Elle sort de prison, on ne sait pas pourquoi. Elle est accueillie chez sa sœur, qui a 2 enfants. Donc, on voit qu'elle prend beaucoup de distance avec les enfants. Le mari de sa sœur la rejette. On voit qu'elle a un contrôleur judiciaire, tout ça. Et en fait, à la fin, on apprend que son enfant était atteint d'une maladie incurable et qu'elle a mis fin à la vie de son fils parce qu'elle supportait plus de le voir souffrir comme ça. Donc c'est très prenant, mais ça fait réfléchir sur l'euthanasie aussi, j'avais trouvé moi. Alors, un sujet un peu plus gai. Je reviens en 1956. Ouais. Ça remonte à loin. Ouais. Et le film s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Ah oui. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Avec Brigitte Bardot. Voilà, Brigitte Bardot, qui est révélée dans ce film. Elle a 22 ans et qui est dans ce film le symbole de l'émancipation des femmes, mais aussi de la révolution sexuelle. Cette évolution des mœurs est grande question sur le sens de la vie. Donc forcément, ça m'a amené sur les sujets tabous du couple. Donc il y a un premier film qui traite de la maladie dans le couple. Alors tout le monde l'a connu en 1970, on l'a tous vu au moins une fois, c'est Love Story. Oui.
Oliver et Jennifer, leur amour déjà qui est compliqué par rapport à la différence de classe sociale, et s'ajoute le cancer de Jennifer. Voilà. Après, il y a un film aussi qui m'a beaucoup marqué, je sais que Sophie elle l'aime bien aussi, sur le divorce. C'est en 1979, Kramer contre Kramer. Oui. C'est la première fois qu'on montre, je pense, ou qu'on commence à aborder le sujet de la souffrance de l'homme dans la séparation et d'éduquer son enfant tout seul. Donc voilà. Ensuite, alors il y a un autre film, Jamais sans ma fille. Je pense que vous l'avez en 1990, qui est tiré d'un livre. Hein. Ouais, c'est issu d'un. Oui. Ouais, c'est une américaine qui est mariée à un médecin iranien. Ouais. Ils ont une fille ensemble et lui propose de partir en vacances à Téhéran, sauf que dans son idée, c'était au moment de la révolution islamique et son mari se laisse entraîner par cette révolution islamique et il ne veut pas retourner aux États-Unis. Et malheureusement, la loi là-bas à Téhéran, c'est la femme ne peut pas sortir du pays sans l'accord de son mari. Donc on voit tout son parcours pour s'en aller en cachette, avec tous les risques que ça comporte. Un autre sujet sur le couple, c'est la violence conjugale. Avec, je ne sais pas si vous connaissez, Mes nuits avec mes ennemis. C'est avec Julia Roberts en 1991. J'avais vu un film, je ne sais pas si c'est celui-là, où elle est dans une maison seule. En fait, elle, pour simuler, elle simule sa mort en fait. Donc c'est une femme qui a la phobie de l'eau et son mari l'emmène toujours en bateau. Donc en cachette, elle apprend à nager. Ouais. Et elle ouvre un compte à son nom de jeune fille. Enfin voilà, elle prépare tout. Et un jour, ils s'en vont avec un ami tous les trois sur le bateau. Donc elle avait cassé les ampoules de la rue devant leur maison. Et elle a simulé une noyade. En fait, elle est revenue à la nage. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Donc après, il y a tout le côté américain, hein, de poursuite, machin. Mais ça montre bien voilà, les problèmes de violence et de fuir ces gens-là. C'est très compliqué. Et puis alors après, là, il y en a un autre qui parle des problèmes matériels dans le couple. Proposition indécente en 1993. Si, oui. Avec Demi Moore. Et Robert Redford, en même temps, ils n'ont pas choisi n'importe qui pour le tentateur. C'est vrai. Elle avait du mal à refuser, là. Et là, je pense qu'on s'est tous posé la question. Est-ce que j'irai coucher avec un homme pour $1 million? Et tous les hommes ont dû se poser la question, est-ce que je laisserai ma femme partir pour $1 million? Oh, moi, je pense que 80% dit oui, vas-y. Hein. Ah, je sais pas quand même, parce que les hommes sont très... Je sais pas. Les hommes sont... $1 million, je sais pas si je pourrais vivre avec ça. Quand même. Ah bon? On restera pauvre. Okay. Non, mais c'est vrai que ça a été un film polémique quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Apparemment, ça a créé beaucoup de divorces après ce film. Ah oui. C'est ce que j'ai lu. Hein. Mais je veux dire, si tout simplement, voilà, qui s'attaque aux célibataires. Hein. Évidemment, c'est arrivé à une célibataire, il était pas intéressé, quoi. C'est bien ça le problème. Enfin, le film, bon, c'était aussi. Ouais, mais il y aurait pas d'intérêt. Ben non. C'était le rapport de genre, c'était aussi important de le montrer. C'était important de le montrer. Voilà, je veux dire, le rapport de l'argent avec les relations, c'est quand même assez. Je veux dire, tous les jours, il peut y avoir des gens qui vivent ça. Peut-être pas à ce niveau-là, parce que c'est un film, mais je veux dire... le but de celui qui a fait ce film, c'était quand même de mettre en évidence l'émergence des valeurs matérielles dans la société, et même dans les relations amoureuses. Oui. Et ça a marché, hein, en tout cas. C'est clair. Alors après, il m'en reste juste 2. Sinon, on va être un peu serré en temps, là. Non, mais alors je finis avec celui-là. L'alcoolisme dans le couple, c'est un trop joli film que j'ai trouvé. C'est Pour l'amour d'une femme, en 1994.
Donc c'est un couple qui forme, voilà, on voit le couple parfait. Et tout d'un coup, Alice, la femme, tombe dans l'alcoolisme. Donc elle fait des cures de désintoxication. Son mari reste à ses côtés, mais malheureusement sans éviter une rupture inévitable. Voilà. Je l'ai pas vu. Et il est très joli. C'est avec Clint Eastwood, il me semble. Voilà, j'ai terminé. Alors, ma petite Émilie, on y va. Oui, voilà, le rapport du dimanche. Ma petite Émilie. Oui, alors qui dit cinéma dit musique. Évidemment. Et évidemment, on rattache toujours une musique à une situation de vie ou à un sentiment, une personne, un état d'esprit. Quand on est dans la joie, dans la tristesse, on a tous, dans les mariages et à l'ouverture de bal, enfin voilà. Et en fait, je me suis demandé en préparant ma chronique, quand est-ce que la musique est apparue dans les films ? On parlait tout à l'heure de 1895, mais en fait, la première musique impliquée dans les films, donc muets à l'époque, c'était en 1908 et c'est le compositeur Camille Saint-Saëns, que peut-être vous connaissez. Il a écrit les œuvres connues pour orchestre, c'est Le Carnaval des animaux ou La danse macabre. C'est assez connu. Mais maintenant, on l'apprend même mes gamins de 3 ans, là, ils l'apprennent à l'école de Carnaval des animaux. Et en fait, donc j'ai vu ça, c'était une création originale pour un film qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise, que je n'ai pas vu. Et en direct à l'image, parce qu'avant, il y avait le pianiste qui jouait. Exactement, voilà. À l'époque du cinéma muet, c'est exactement ce qui se passait. Il s'était joué en live, soit par un pianiste, soit par un orchestre. Et le plus souvent, c'était des compositions pas très originales ou même de l'improvisation. Ouais, parce que en fait, à l'époque des films muets, donc on est entre 1895 et 1930, la musique servait juste à couvrir le ronronnement du moteur de l'appareil de projection, parce que ça faisait un tel boucan que du coup, ils ont trouvé cette astuce pour que les gens n'entendent plus la bande qui tourne. Le pianiste, il improvisait par rapport à l'action. Par exemple, quand c'était calme, il faisait un truc calme, et puis après, à un moment donné, il suivait. Quand ça s'agitait, il faisait les accords plus forts. Enfin, voilà. Il improvisait carrément par rapport au film. Exactement. Très souvent. Très bon. Et alors, il y a quand même eu des compositeurs connus comme Erik Satie, qui a composé une œuvre qui s'appelle Gymnopédie, que tout le monde a entendu, mais souvent on ne connaît pas le titre, ou Darius Milhaud qui a fait des œuvres pour clarinette. Voilà, il y a des compositeurs connus qui déjà à l'époque se mettaient à composer pour le cinéma. Et ça me fait faire une petite parenthèse d'ailleurs. Est-ce que vous savez quand est-ce est apparue la première comédie musicale ? Non, on en a parlé la semaine dernière. Dans les années 70, il a dit Jean-Pierre l'année dernière. Non, la première américaine. Ah, c'était quoi ? C'était West Side Story. Après, il y a West Side Story, celle qui était vraiment mise en avant, mais après, il doit y en avoir d'autres avant, sûrement. Ouais, c'est ça. C'était en 1929. C'est Broadway qui danse et c'était chanté par Charles King et Anita Parker. D'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et en fait, dans l'évolution de la musique au cinéma, il y a eu plusieurs périodes. Donc, cette première période avec les films muets. Ensuite, il y a eu la période qu'on appelle la période du classicisme entre les années 30 à 50. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une vague d'immigration et beaucoup de compositeurs venus d'une partie de l'Europe de l'Est arrivent du côté d'Hollywood. Et c'est là où on a dans les films, vous savez, les orchestrations très lourdes, genre Autant on emporte le vent, King Kong, c'est toute cette période-là. Et jusqu'à l'apparition d'un chef-d'œuvre qui a été Fantasia de Disney dans les années 40, en 40 d'ailleurs. Ah oui. Ça, c'est carrément la musique, la musique grâce au dessin animé mise en avant. Exactement. Et c'est même presque le film
on a l'impression que le film est fait pour la musique et pas l'inverse. C'est ça. Donc ça a vraiment été un tournant, ce Fantasia, qui d'ailleurs, on peut le regarder même aujourd'hui, il n'a absolument pas vieilli. Toutes les générations le comprennent parfaitement. Et donc cette période, pour continuer sur ce classicisme, elle était variable selon les zones géographiques. Donc on était sur sur plutôt du Shostakovich, très valse viennoise dans les pays de l'Est. En France, on était plutôt sur tout ce qui était accordéon. Voilà, il y avait des airs comme ça différentes selon les zones géographiques à la même période. Ensuite, on rentre dans les années 60 et là, c'est la période du modernisme. Donc, si je vous dis Ennio Morricone... Ah oui, évidemment. Les western spaghetti. C'est un maître. C'est un maître. Voilà. Évidemment, on pense le bon, la brute et le truand. On entend la musique, on l'a tous dans les oreilles. Oui, avec l'actrice française, comment elle s'appelle là surtout, il était une fois dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Il était une fois dans l'Ouest. Parce que ça c'était vraiment c'est un chef-d'œuvre de composition musicale, je dirais vraiment. Enfin, il y a tellement tous les styles, tellement tous les sons et vraiment. À l'époque, il y avait les 45 tours justement. Moi, je m'en souviens, mes parents l'avaient, Ennio Morricone. Hein. C'était tout le monde écoutait ça. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ça paraîtrait complètement fou. Hein. Mais c'était quand même la grande classe. Hein. D'ailleurs, dès qu'on entend les premiers sons, là, on sait qu'on va avoir droit à un western. Hein. Je crois même que c'est lui qui a dû inventer le genre des musiques de western. Il a donné un style et après, tout le monde s'inspirait. Quand il y avait un western, tout le monde s'inspirait de Ennio Morricone pour faire la même ambiance. Parce que c'était tout à fait ça, quoi. C'était vraiment... C'était avec des sons vraiment différents, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il utilisait, en fait, ce qui était peu utilisé à l'époque, c'était, il mettait la guitare électrique, la flûte de Pan, le sifflement, en fait, tous les sons. Et l'harmonica. L'harmonica, bien sûr, autre que les instruments, on va dire, classiques. Ah oui. Et c'est vraiment lui qui a redéfini la musique du western et qui a créé un tournant dans l'application de la musique dans le cinéma. Ah oui, c'est clair. Bon, il faut évidemment, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Maurice, parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. Alors ça, pareil, ça a été vraiment, ça a marqué le modernisme dans la musique. Dans le cinéma, mais personne ne connaît le compositeur. Tout le monde connaît Stanley Kubrick, mais alors juste pour notre culture générale, le compositeur c'est Douglas Trumbull, qui a composé cette musique et je crois bien que c'était sa seule musique connue en chantant. D'accord. Après, on passe dans les années 80-90. Bon, là, je ne vais pas vous faire la liste des compositeurs connus, mais il fallait que j'en mette deux en avant. Et donc, j'ai pensé à Hans Zimmer. Oui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à dire quel film il a Hans Zimmer, ça me parle. Je vois tout à fait le nom. D'ailleurs, j'avais vu un truc... dans son studio d'enregistrement qui est superbe. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Gladiator, par exemple, si ça vous parle. Ah, d'accord. Enfin, il semble bien. Et un des plus connus, c'est Pirates des Caraïbes. D'accord. Voilà, donc Hans Zimmer a composé plein d'œuvres, mais il en a fait plein. Et un autre aussi qui, sur le territoire français, a marqué les esprits de tout le monde, c'est Vladimir Cosma. La boum. Oui. Ouais, avec la boum, exactement. Oui. Ah oui, il est mort, son papa, à Vic. Il n'y a pas longtemps. Eh oui, il n'y a pas longtemps. Il y a 15 jours, 3 semaines. Enfin, en décembre, je ne sais plus. Et pour rentrer dans la dernière et cinquième
partie de l'évolution de la musique au cinéma, c'est tout ce qui s'est passé depuis les années 2000. Et là, je ne sais pas si c'est un manque d'inspiration ou tout simplement une ère, mais c'est la mode du recyclage. Alors, en fait, dans les films actuels avec une prédominance du style hollywoodien, on utilise des musiques préexistantes. Par exemple, les frères Cohen, eux, dans leur film The Barber, ils utilisent du Beethoven. Beethoven, voilà, c'est très. Ou alors, on abandonne vraiment les formes complexes. Alors, les formes complexes, c'est toute la partie que je vous disais avant dans le classicisme, avec Autant n'emporte le vent, tout ça. On fait vraiment de la musique minimaliste. Et si je vous dis Yann Tiersen. Oui, tout à fait. Oui. Qui a composé la musique de film d'Amélie Poulain, par exemple, on se rend compte tout de suite de ce côté minimaliste où on fait vraiment un appauvrissement du matériel sonore. Vraiment, on utilise le moins d'instruments possible, le moins de sons possible pour pouvoir faire une mélodie qu'on reconnaîtrait tout de suite. Et je suis obligée de parler d'une musique qui nous a tous transcendés. C'est le film Requiem for a Dream. Oh, j'ai adoré. Enfin, il était dur ce film, hein. Mais la musique, franchement. Je savais que tu allais réagir. Ah, oui, je l'ai vu, hein. Mon Dieu, c'est une horreur. Mais la musique, oui, c'est exceptionnel. Je vais essayer de la trouver. Voilà, typiquement. Maurice et Karine, vous vous souvenez de Requiem for a Dream? Ça me dit rien, moi, je sais pas. Alors, attendez. Requiem for a Dream, c'était l'histoire, ça se passe en Angleterre, je crois. Non, aux États-Unis, parce qu'il y a eu Trainspotting aussi. Alors. La musique, si je l'entends, peut-être que je m'en souviens, mais le nom me dit rien. Le nom du film, ça ne se parle pas. Et en fait, il était très dur parce qu'on voit les ravages de la drogue et que, voilà, c'est quelque chose quand même qui est quand même pénible, je dirais. Enfin, pénible, c'est un bien grand mot. Je vais vous le faire écouter, comme ça vous allez de suite comprendre. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce film? Oui, je me souviens du texte. Alors, le film, non, mais la musique. Le film... Et en fait, ça... Oui. Ça explique très bien on dit ce recyclage et ce minimalisme. En fait, il utilise 3 notes pour en faire toute une musique. C'est incroyable. C'est juste improbable. Et juste pour notre culture générale, c'est Clint Mansell qui a composé la musique avec le quatuor qui est très connu, c'est le quatuor Chronos. D'accord. Voilà. Mais c'est sûr que la musique, par rapport, par exemple, moi, l'anecdote que j'avais retenue et que j'aimais bien comprendre, c'était quand il y a eu le Grand Bleu. En fait, Eric Serra qui a fait la musique du Grand Bleu à l'époque. Donc a fait une musique plutôt électronique, enfin il était tout seul avec ses synthés, etc. Et quand ça a été vendu dans le monde entier, les Américains n'en voulaient pas de sa musique parce que pour eux, il fallait faire l'orchestration comme d'habitude, enfin avec le grand orchestre et tout. Et donc Luc Besson a refusé en fait, carrément. Et donc du coup, ils ont été obligés de prendre la musique d'Eric Serra. Et donc, ils ont bien fait d'ailleurs. Oui, il était très bien ce musique. Hein. Il y avait aussi, d'ailleurs, il avait fait aussi la musique du film Le 5e élément. Ouais, et Subway aussi. Eh oui. Il travaillait. Subway, le film Subway avec
Christopher Lambert. Ah oui, Christophe Lambert. Oui. Christophe Lambert. Voilà. Ouais, qui était exceptionnel dans ce film d'ailleurs. Voilà. Dans la musique, il y a Eric Serra. Donc, bon, c'est une collaboration avec Luc Besson. Il est toujours avec Luc Besson. Ouais. Collabore. D'ailleurs, il avait obtenu un César pour sa musique du Grand Bleu. Oui. Ah oui, tout à fait. Bah oui, parce que c'est un peu indissociable du film, finalement. Ah oui, mais c'est sûr que sans la musique, quand il plonge, ça aurait été long. Voilà, oui. Je veux dire, la musique sert à ça. Déjà qu'on retenait notre souffle comme lui. Oui. Non, mais je veux dire, ça n'aurait pas eu la même saveur, je veux dire. Ça aurait été très long. Les musiques de films, de toute façon, que ce soit pour les films d'horreur, les films à suspense, vous enlevez la musique déjà et ça enlève quand même quelque chose. Hein. Oui. Après, il y a des films qui sont, si on parle du film de Ghost, par exemple, où il y a une musique qui est reconnaissable, bon, qui revient tout le temps, ou comme aussi la musique de Pretty Woman. Bon, c'est des films qui sont avec la musique qui existe déjà. La musique a été mise pour ce film, mais donc quelquefois ça devient indissociable du film. On s'en souvient grâce au film et vice-versa, en fait. Exactement. Comme les Dents de la Mer. Ouais, c'est les deux noms qui tuent. Ouais, voilà, oui, c'est vrai. Avec... Michael Field. Tubular Bells. Ouais. C'est la bande terrible, ça. Ah ouais, l'exorciste est génial. Et oui. Alors, l'exorciste, la musique, c'est Tubular Bells. Oui, c'est ça, Tubular Bells. Elle était magnifique, cet album. Je l'ai. Bah, lui, il a fait un album qu'avec ce thème-là. Ça dure 40 minutes, je crois. Et en fait, il fait que ce thème-là et il fait plein de trucs autour. Enfin. Ah oui, c'est pas banal, hein. C'est pas banal. Quand même. C'est pas un film banal non plus. Non, c'est sûr, un grand traumatisme dans ma vie, quand même. Ma petite Émilie. Oui, c'est tout bon pour moi. Alors, moi, je vais vous faire ça vite fait, puisqu'on a pris du retard. Bon, comme d'habitude, hein, on va dépasser. Donc, en fait, voilà. Moi, je voulais vous parler des films qui sont inspirés de faits réels, mais plutôt dans des films horrifiques, évidemment, ou basés sur les phénomènes paranormaux. Donc, il y a eu ce film en 1974 que tout le monde a vu, qui est Massacre à la tronçonneuse. Enfin, tout le monde, je suppose, hein. Donc, ce film est tiré de faits réels. Donc, ce sont des étudiants, si vous vous rappelez bien. Alors, en plus, à la fin du film, je m'en souviens, grand traumatisme, ils nous ont montré des vraies photos. Les photos que la police avait prises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, en fait, l'histoire, c'était des étudiants qui traversent le Texas à bord d'un minibus. Ils tombent en panne d'essence et sont confrontés à un tueur psychopathe qui porte un masque fait de peau humaine. Donc en fait il s'appelle, on l'a surnommé comme ça, Leatherface. Cette histoire donc c'est aussi la presse l'avait nommé comme ça, hein, puisque c'était pas Massacre à la tronçonneuse quand ça a commencé. Le boucher de Plainfield qui est Ed Gein. Donc en fait c'est l'histoire de Leatherface, c'est le personnage du film. Alors ce dernier déterrait les corps et les démembrait pour fabriquer des objets dans les années 40 et 50. Ce monsieur, il n'a été reconnu coupable que d'un seul meurtre, mais soupçonné de nombreux autres. Alors, l'histoire de ce tueur en série, a inspiré Psychose et Le silence des agneaux. Ensuite, il y a eu ce film que j'ai vu aussi, c'est La colline à des yeux, qui a été, il y a eu un remake, je crois, dans les années 90. Alors, La colline à des yeux, c'est un film de 1977. Donc, en fait, ils estiment que ce film, qui était un des précurseurs, est un des films les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Donc, c'est un long métrage de Wes Craven, qui par la suite, donc en 85, c'est lui-même qui a sorti les remakes, en 2006 et en 2007. Alors, en fait, le film, l'histoire est très simple, enfin, si on veut. Ça suit le film suit le destin tragique de la famille Carter. Pendant un road trip, ils s'égarent dans le désert du Nouveau-Mexique
et visitent une mine de fer abandonnée et deviennent la cible d'une famille de cannibales vivant cachés dans les collines. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, La colline à des yeux est inspirée de faits réels qui sont déroulés en Écosse. Au XVIe siècle, Alexander Swanabine mangeait les voyageurs égarés sur les routes. Au total, il aurait assassiné plus de 1000 personnes avant d'être arrêté puis condamné à mort. Quand même. Oui, bon, c'est fait un bon gueuleton. Mais c'est pas une mine de fer, c'est une ancienne base militaire qui a été abandonnée avec des essais radioactifs. C'est pour ça qu'ils sont tout difformes. Oui, dans le... Et le 2, il y a les yeux de la colline 2, c'est encore pire. Oui, mais parce que là, je parle en fait de ce qui a été traité en réel dans le film. Hein. Donc ensuite, on a Amityville. Donc tout le monde connaît avec Mr. and Mrs. Warren. Un classique, oui. Un classique de 1979. Donc c'est un film de Stuart... Par des faits réels aussi, hein, c'est ça. Oui, La Maison du Diable, le film de Stuart Rosenberg. Donc des phénomènes paranormaux, on le sait, il y a une famille, il y a 3 enfants, enfin dans la vraie histoire, parce que moi j'ai écrit sur mon blog, j'en ai parlé de Warren. En fait, toute l'histoire, les noms y compris, sont inspirés d'une histoire vraie. Donc c'est au 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island. En fait, la vraie histoire, c'est que c'est le fils aîné de la famille de Féo qui a assassiné ses parents et ses 4 frères et sœurs avec un fusil. Ils n'ont jamais compris pourquoi. Apparemment, cet enfant-là n'avait aucun problème psychiatrique. La maison a ensuite été repeinte. Vous voyez, hop, ils ont tout masqué. Et vendue au Lutz 1 an après le drame. Ils ne sont restés dans la maison, ce qu'on voit dans le film, que 28 jours. Ensuite, on a eu le film Open Waters. Donc, En eau profonde. C'est un film qui est sorti en 2003. Le film suit le destin de Suzanne et Daniel, un couple abandonné en pleine mer durant une expédition de plongée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils les ont oubliés, en fait, parce qu'elle, à un moment, au début du film, on voit, elle a une espèce de malaise. Elle n'aurait pas dû plonger. L'autre, il lui prête son détendeur, apparemment, enfin sa bouteille. Et elle saute quand même. Ouais. Donc, en fait, ce film... il s'agit d'une vraie histoire. C'est celle de Tom et Hélène pardon, excusez-moi, moi aussi je bégaye. Lonergan, qui est un couple de touristes américains qui participaient à une expédition de plongée au large de la Grande Barrière de Corail en Australie en 1998. Leur bateau, donc on voit ils sont plusieurs dessus, est reparti sans eux et les responsables du club de plongée ne s'en sont rendus compte que 2 jours plus tard. Abandonnés dans des eaux infestées de requins, on suppose qu'ils sont cependant morts par noyade. Et en fait, c'est vrai que dans le film, on le voit au fur et à mesure, ils se font manger. Il y avait eu un autre film qui était sorti comme ça. Alors, ils seraient ainsi, voilà, donc ils ont supposé qu'ils étaient morts de noyade, évidemment. Ils les ont oubliés parce qu'en fait, il y a eu une vague subversive. Pendant qu'ils étaient en plongée tous les deux. Oui, mais ils les ont oubliés, ils s'en sont rendus compte 2 jours plus tard. Le bateau est parti. Alors, évidemment, dans le... non, ils les ont oubliés. Dans le film, en fait, on voit bien... Alors ça, ils ont supposé que le mari était mort parce qu'elle était mangée par un requin et qu'elle, en fait, finalement, elle survit encore, allez, je dirais... une 12aine d'heures. Donc évidemment, c'est romancé puisqu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Donc on a Scream, ce fameux film que tout le monde connaît, tout le monde a vu, et le tueur Ghostface. Donc en fait, c'est un grand classique de Wes Craven aussi également, qui est inspiré de faits réels. Parce que Scream, ce film, donc c'est une saga aussi, parce que je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ça suit 3. D'accord. Ça suit le destin d'une adolescente, Sydney, poursuivie par un tueur en série. L'histoire est inspirée des crimes de l'éventreur de Gainesville. Le tueur nommé Danny Rowling a tué 5 étudiants sur un laps de temps de 3 jours, au mois d'août de 1990. En se servant d'un couteau, au total, il a avoué 8 meurtres avant d'être condamné à mort. Parce qu'aux États-Unis, ça rigole pas. Ouais, ça rigole. Et le dernier film... Après, il y a eu beaucoup de films. Oui. Oui, beaucoup de films.
Inspiré de beaucoup de Chuck. films inspirés par la première histoire, tu sais, la première histoire avec les étudiants qui se perdent dans la forêt. Il y a eu beaucoup de films qui ont été inspirés par ça après. Ils ont repris toujours le Oui, même thème de Massacre à la oui. tronçonneuse et il y a Bah, beaucoup de films, quoi. voilà, Ils ont découlé de ça. Ouais, ils ont oui. été inspirés beaucoup par cette histoire. Dans les années 90, il y a eu une flopée quand même, hein. Et Oui. ah oui. Et là, on a eu le premier volet The Conjuring, sorti en 2013, qui suit le travail de Ed et Lorraine Warren, parce que ça a été leur moment de gloire, hein, parce qu'aux États-Unis, ils étaient connus, mais en Europe, on en avait entendu parler, mais vraiment très très loin. Donc, ce sont des chasseurs de fantômes qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux. Donc, Ed, lui, il est démonologue, et Lorraine Warren est médium. Donc en fait, ils sont survenus donc dans le premier épisode dans une vieille maison du XVIIIe siècle. Il existe donc comme toute la famille Perron, voilà, c'est la fameuse famille dont je vous parlais tout à l'heure, à qui ils viennent en aide. Lorraine Warren a été consultante sur le film. Ils sont décédés tous les deux au jour d'aujourd'hui, tout comme Andrea Perron, une fille de la famille. Et elles ont toutes deux assuré que les phénomènes et esprits présents dans le film s'était réellement passé pour avoir été témoin de l'affaire. Plutôt sympa, hein? Ça fait rêver quand même. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des films comme ça. Et est-ce que tu as vu Fog, Alors, ce film? Est-ce que comment ça te dit quelque chose? c'est quoi? Non, mais comment ça s'écrit? Alors, F-O-G. Fog. Ah oui, mais Donc, ça c'est tiré de Stephen King. alors, je ne sais pas si c'est une C'est le histoire de brouillard? Stephen King. C'est le brouillard, non? C'est brouillard. Ouais, c'est ça, Fog. mais c'est tiré d'un best-seller de Stephen Alors, King. oui, je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça, de Stephen King. Le Oui. Brume, ça s'appelle le best-seller. Brume, traduit en français. Ah, peut-être, c'est ça. Enfin, le film, en tout cas, donc ça s'appelait Fog, comme ça, et c'était des marins qui revenaient se venger par rapport. Oui, sur une île. C'était une île. Ouais. C'est ça. Pour éviter. Je me Et souviens il y avait une des filles, en fait, c'était la réincarnation de sa femme, un truc comme ça. Ouais, enfin, c'est assez complexe. Oui, bon. Mais Par contre, je ne pense pas que ce soit inspiré de faits réels. Ou alors, bon, peut-être, de légendes aussi. Parce que ça... peut-être de légendes, je crois. Je crois de légendes. Parce qu'il y a beaucoup de films. Là, j'ai écrit un article sur Erzsébet Báthory, qui est Elisabeth Báthory, donc la comtesse Báthory de Hongrie, qui est très connue pour être. Elle a été surnommée la comtesse sanglante ou la comtesse Dracula. Elle est à l'origine du vampirisme. On raconte qu'elle se baignait dans des baignoires, pleines de sang, de jeunes vierges, justement pour garder. Après, c'est très controversé comme histoire. Mais elle a inspiré, cette histoire, donc, a inspiré beaucoup de films, dont La Comtesse Sanglante, enfin, il y en a tout un tas, des romans aussi également, et des jeux vidéo. Figurez-vous que cette dame se retrouve boss de niveau dans le jeu vidéo Diablo 2. Donc, vous voyez, quand je fais mes recherches pour écrire mes articles, j'hallucine parfois. Et donc, en fait, voilà, c'est des personnages qui inspirent pour beaucoup de supports. Bon, Oui. évidemment. Donc, nous arrivons à une partie décisive. Que je ne peux pas... La partie que je préfère. Hein. Donc, Maurice et Karine, qui sont nos invités. L'heure de l'interview. Nos complaisances. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette interview non complaisance? C'est moi, Dark Vador. Oui, c'est toi. Non, toi, tu es Fantomas. Bon, pour les gens qui ont vu la photo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors, Maurice et Karine, acceptez-vous de répondre à toutes les questions de l'interview non complaisance? Allez, vas-y. Bien sûr. Allez. Maurice, on a pu constater que tu étais plein de talent et surtout polyvalent. Que préfères-tu composer, des chansons ou réaliser des courts-métrages ou des clips? C'est une bonne question. D'abord les chansons, parce que c'est quand même mon truc.
Voilà, ça vraiment voilà, écrire des chansons, c'est ce que j'ai fait depuis l'âge de 12 ans jusqu'à mon grand âge. Donc c'est plutôt composer des chansons, oui. Si on me demande à choisir, quand même, oui. Alors, Karine, comment est né le duo hip-hop en collaboration avec Maurice? Eh ben, il est né à la vie comme à la scène, on va dire, hein, tout simplement. Lorsqu'on s'est connus, bon, c'est vrai que j'avais des prédispositions à la chanson même auparavant, mais pas de réelle occasion donc de les mettre à profit. Et lorsqu'on s'est rencontrés, eh ben, le duo est né en même temps que notre histoire. Voilà. Donc, Voilà, tu peux envoyer les... oui, parce que voilà, vous êtes partenaire à la vie comme à la scène. Bon. Oui. Oui, j'ai vu vos clips sur votre chaîne YouTube, dont le lien est dans la section événements de mon site, qui est de mon site Infinite Accords Voyance. Alors, j'ai vu vos clips. Et il y a une question qui m'est rapidement venue à l'esprit, c'est laquelle vous chantez sous la douche? Laquelle on chante Bah, j'en étais sûre. Oh là, non. Laquelle vous chantez sous la douche? tu les as fait bugger, les pauvres. Oh oui, j'ai vu, hein, on a eu un moment de blanc. Je m'attendais à tout. Hein. Ouais, celle-là, la question, on l'attendait pas. Ouais. C'est ça, hein, nos complaisances. Hein. Je sais pas, je crois que sous la douche, je chante pas bien. Vous chantez pas sous la douche. Bon. Maurice. On fredonne. Allez. Maurice. Quel est ton rêve le plus fou, professionnel ou autre? Mon rêve le plus fou. Écoute, peut-être rencontrer McCartney. Ah. Bon, Il c'est... est encore mort, alors. Bah, tu devrais te dépêcher. Attention aux auditeurs, je ne prédis pas la mort de McCartney. Que les choses soient bien claires. Oui, tu as raison de le dire. Voilà, je précise. Déjà, la dernière fois, oui. j'ai dit Michel Drucker, et puis bon, le pauvre, du coup, il n'était pas très bien. Hein, donc, bon. Alors, Karine, donc toi, tu es une femme créative. Donc, tu as cette passion pour la musique, mais tu as une activité. Et moi, je t'ai connue il y a 25 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Donc, ton activité, voilà, qui est dans le domaine de la dragée. Donc, déjà, la création, parce que tu fais des compositions, et une activité d'ailleurs que tu exerces toujours. Tout à fait, oui. Ça fait plus de 29 ans maintenant. Ah. Le rêve. Oui. De belles Aux compositions. amandes, elles sont trop bonnes. Ah oui. Bah, il y a de tout, hein. Amande, chocolat. Mais c'est vrai que la traditionnelle, c'est l'amande. Elle est indépassable, celle-là. Donc, elle a commencé très jeune, à 10 ans. elle a fait pousser des amandiers. Donc, toi, Karine, on peut retrouver ton activité sur ta page Facebook Pierrot et Colombine, si je m'abuse. Tout à fait. Et j'avais un commerce donc, sur la commune de Bastia, donc, depuis 29 ans, mais avec cette période Covid, il a fallu vite rebondir et trouver une solution, puisque j'étais à loyer, hein, donc, hein, et de ce fait, j'ai transféré mon activité sur Bigouille. Donc, j'ai un petit chalet aménagé et mon activité se poursuit là. Voilà, donc on peut passer commande et on peut te contacter directement via cette page. Donc, sans souci. Justement, bon là c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée avec le Covid, mais est-ce que vous faites les animations? Ah non, mais je sais, mais est-ce que vous faites les animations pour les mariages et baptêmes? Est-ce qu'on vous appelle justement avec votre duo? Oui, ça nous arrive. Oui. Oui, ça nous est arrivé. Hein. Ouais. Pour des anniversaires aussi. Oui. J'ai vu que vous aviez fait un concert années 80. Alors, je vais expliquer aux auditeurs. La semaine dernière, on a reçu Jean-Pierre Savelli, en français, qui est Jean-Pierre Savelli, alias Peter du duo Peter et Sloan, ou Monsieur Goldorak, Xor, enfin, bref. Et donc, en fait, toi, Albator, moi, c'est mon préféré. J'étais déçue. À l'interview non complaisance, il a dit que son préféré, c'était Xor. On entend ma déception. Oui. Eh oui. Oui. X.
Ouais, c'est vrai. Donc, toi, en ce moment, tu participes à la création de son album. Tu coécris, c'est ça? Oui, oui. Enfin, j'ai fait un titre pour son album. Enfin, ça fera deux titres parce que on va remettre Le Désir d'aimer de l'année dernière. Donc, ça fait deux titres que j'ai composés avec lui. Sinon, il a des chansons de son album qui viennent d'auteurs très connus comme Delanoë, enfin, des gens comme Michel Mallory aussi. Enfin, donc, il a repris un peu quelques chansons et on est en train de travailler sur l'arrangement général de son album qui sortira au mois de mai. Oui, je crois le 19 mai, parce que je lui ai dit qu'on était jumeaux de Ouais. signes astrologiques. Donc, je m'en souviens. Mm. Donc, Son anniversaire. ah oui. Oui, pour son anniversaire, il a dit le jour de son anniversaire. Donc, ces chansons, d'ailleurs, sont disponibles sur dans la section événements du site Infinita Corse Voyance aussi. Alors, Maurice, donc tu m'as envoyé un explicatif de ton parcours. Et là, quelle a été ma stupeur quand j'ai vu que Maurice avait fait l'école de stylisme de Lyon. Oui, Alors, tout à donc, fait. en fait, tu t'étais engagé dans une autre voie quand même. Oui, oui, bien sûr. J'ai travaillé avec mes parents pendant une dizaine d'années. Donc, moi, j'ai un CAP de styliste. Voilà, je faisais des vêtements en fourrure. Je travaillais avec mes parents, quoi. Voilà. Vraiment au tout début. Vraiment au tout Voilà. Et début. ensuite, bon, j'ai fait autre chose, mais, Non, mais mais j'ai commencé par ça. oui, mais Oui. tu vois, comme quoi. Parce que c'est vraiment la première ligne que j'ai lue, c'est ça. Hein. Je me suis dit, bah tiens, Maurice ne l'avait pas dit. Bon, C'est vrai, donc tu es auteur, compositeur. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu es réalisateur aussi, puisque tu réalises des clips de... Bah tiens, vas-y, parle-nous un petit peu des clips que tu as réalisés et pour qui. Alors, dernièrement, tu as réalisé le clip de Sika dans lequel j'apparais. C'est comme ça que nous avons fait connaissance, d'ailleurs. Oui, d'accord. Oui, ben oui. Ça, c'est un des derniers clips que j'ai fait pour CK. Voilà, c'est un auteur. Donc c'est quelqu'un avec qui on va faire peut-être un 4 ou 5 titres encore bientôt. Et puis donc c'est l'occasion de se connaître pour ce clip qui traitait un peu de la spiritualité, je dirais de la médiumnité. Et voilà, c'est pour ça que par Facebook, en voyant tes reportages, enfin, je me suis dit que ça serait sympa qu'on ait un vrai médium pour ce clip. Voilà. Ouais. Non, c'était une expérience. Hein. Qui fait que Ouais. Donc, après, bon, j'ai vu après les que, clips, oui, les clips, tu en as fait. My Pêche, là, je vois que c'est une des dernières vidéos que tu as mises sur ta chaîne. ouais, avec Maï Pêche, ouais. L'Ave Marie, donc ça donc je l'ai composé, j'ai composé cette chanson et après en ayant fini un peu le thème, je me suis dit bon, je vais la proposer à Mike parce que je pense qu'il n'y a que lui qui peut chanter enfin, qu'il a la façon voilà, d'engager la voix et de donner un peu de l'âme, quoi. Et donc il a volontiers, voilà, il a bien aimé le thème et donc Henri Olmet a fait les paroles sur cette chanson. Donc c'est vraiment une création toute nouvelle qui sera dans son nouvel album pour le printemps aussi, de Maï Pêche. Voilà, c'était un peu une exclusivité, on va dire, ce clip. D'accord. Donc, Pour en Noël. fait, voilà. Donc, tu es aussi producteur. Alors, justement, on parlait de My Pêche, mais il y a d'autres artistes que tu produis? Insulaires ou Alors, de la métropole?
Bah, disons que Maï Pêche, bon, je ne suis pas producteur vraiment, je suis plutôt producteur exécutif, parce que lui, enfin, c'est lui son propre producteur, mais j'ai produit, j'ai produit des groupes corses, où j'étais en coproduction. J'ai commencé avec l'Arcouge, que tout le monde connaît, où j'étais rentré en production pour le groupe, puis après j'ai continué avec des groupes de Balagne, avec Oudjé, Lou, avec aussi Fiado Montez. Après, le dernier que j'avais produit, c'est Tchernez. Sur l'album, on avait fait un album ensemble. Voilà, donc c'est vrai que là, je faisais vraiment de la production. Voilà, sinon, j'ai fait pas mal d'arrangements pour d'autres artistes. Oui, et j'ai vu que tu avais fait des compositions, notamment pour Lisandre Vivogni, qui était le finaliste de The Voice Kid. Je m'en souviens. Je connais très bien ses parents. Oui, je connais très bien ses parents. Ouais. C'est ça. Oui, parce qu'il avait gagné notre concours de chant qu'on avait organisé avec Karine. Il avait gagné donc le concours de chant qu'on avait organisé, et donc je dirais que le prix, c'était d'enregistrer une chanson et un clip. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce clip-là. Et parallèlement, l'année d'après, il a été retenu pour... Il a été auditionné, il a auditionné, il a été donc sélectionné. C'est pour ça que le clip sur YouTube, il a presque 100 000 vues, mais bon, c'est normal. Il a été bien promotionné par ça. Alors justement, ce matin... Alors, il y a même le... Il faut savoir que chez les Bastides, il y a même le chien qui chante, apparemment. Oui. La chienne, elle s'appelle Roxane. Voilà. Ah, on en a deux, là. Roxane et Disney, on a Winnie. Donc, voilà. Ne me tentez pas. J'ai failli chanter Police, évidemment, vous me connaissez. Hein. Faites attention. Voilà. Tu peux y aller. Ah bon, je peux y aller. Non, Karine. Aujourd'hui... non. Non, mais Jean-Pierre était ravi, arrêtez. Il m'a félicité le lendemain. Bon. Justement, j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube qu'il y a un extrait, enfin il y a l'émission de INSEM, et donc sur France 3 via Style. Et apparemment, tu aurais réalisé un clip. J'ai pu voir un de mes amis qui s'appelle Christophe Dicard, ou qui a déjà participé à une des émissions, justement, que j'embrasse, s'il écoute. Et Eric Fradigiani. Oui. Est-ce que c'est... Alors, ce clip, parle-nous de ce clip. Ce clip, c'est quand il fait de sa vie. Justement, c'est un clip sur l'autisme. Donc, ça parle de quelqu'un que je connais, de Florian, qui a un autiste Asperger aussi. Et donc, j'ai réalisé ce clip. Enfin, j'ai pas réalisé le clip. Disons que j'ai fait la chanson, et ensuite, on était en relation avec Marc Geoffroy, qui a réalisé le clip que l'on peut voir sur YouTube. Voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais j'ai fait la chanson, en fait. D'accord. J'ai fait chanter Christophe Sarti. Voilà. Alors, j'ai vu que tu avais été parrainé par Louis Chédid. Oui, il y a très longtemps. Ouais, mais c'est quand même la classe. Oui, il y a très longtemps. C'était quand on avait le studio à la Marane, dans les années 90. Et en fait, j'avais rencontré Louis Chédid parce que figure-toi qu'il était venu à un de nos concerts. On avait le groupe rock. Et dans le Cap Corse, un truc improbable, quoi. On a fait un concert avec les copains. Oui, mais Louis Chédid a une maison au-dessus de Chantouri, à l'embranchement, là. Il avait, après. Oui, bon, mais à l'époque où il avait cette maison, nous oui. on avait fait ce concert, et puis il est apparu là. Parce qu'il avait entendu de la musique électronique, il avait entendu des synthés et tout, parce que c'est un passionné. Et puis on a commencé à parler, on a discuté, on a bien sympathisé, et puis de fil en aiguille, en parlant du studio, il a dit ouais, moi j'aimerais bien être le parrain
du studio. J'ai dit, bah, tu viens, on fait des photos. Voilà, on a fait des photos. Non, Et il était venu non, avec, Maurice. avec M, à l'époque, il n'était pas encore. Mathieu. Voilà, Ouais. avec Mathieu. Il n'était Avec pas encore Mathieu. M. Voilà. Je l'ai Non. rencontré juste avant qu'il parte aux États-Unis apprendre la guitare, enfin, comme il joue maintenant, quoi. Ah, j'adore Il M. allait partir. Voilà. En fait, Voilà, non, petite tu lui as histoire. dit attends, Louis, il faut que je réfléchisse, j'hésite. C'est ça, en fait. Bon. Alors maintenant, une question pour Karine. Alors, quel est ton artiste préféré? Artiste, chanteur, chanteuse. Oui, oui. Oh là. Franchement, préféré, j'ai pas vraiment de préféré. Ah, c'est embêtant. J'en ai pas. Non, préféré, non. Elle a un petit modèle vocal. Ouais, non, mais modèle vocal, oui, ça, c'est ce que tout le monde me dit. Alors, vas-y. Mon empreinte vocale fait souvent penser à celui de France Gall. Bon, ok, c'est vrai que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cet artiste. Michel Berger, tout ça, c'est vrai que j'adore. Hein. Mais bon, après, j'aime bien Ed Sheeran. Voilà, j'ai pas vraiment un style musical favori, quoi. D'accord. Allez, tu peux nous chanter un refrain d'une chanson que tu aimes? C'est interview non complaisance. Vous pouvez pas dire non, vous avez accepté au début. Hein. Ah. Je vous préviens. Ah, vous voulez quoi? Et une chanson que Sophie ne connaît pas, s'il vous plaît, pour épargner vos oreilles. Ah ouais. Je ne connais pas. Attendez, il y a le blind test après, hein, je vous préviens. Il faut que je vocalise. Non, on n'aura pas le temps, Sophie. On n'a pas le temps. Non, de faire le blind test? Karine, Si. pas le temps, mais, Si, on a tout à fait le temps. Tout le monde, j'avais... Ah, Bassoane. Alors Bassoane, il est vraiment pas faillot avec la patronne. Et lui, il dit que j'ai la voix de Tina Turner. Si vous voulez que je vous dise. Il est... Tout va bien. Oui. Ça fait bien rire tout le monde. Sympa les gars. Alors, Karine, peut-être la solitude, Iné, puisqu'apparemment c'est une chanson que tu aimes beaucoup. Si tu veux, oui, bien sûr. Je ne chanterai pas. Alors, attends que je me repositionne dans le truc, là. Hein, parce que j'étais partie dans les discussions. C'est ça l'interview non complaisance. On n'est pas tranquille jusqu'à la fin. Questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Bravo! Bravo! Merci d'avoir joué le jeu. Alors, Maurice, avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Alors là... Alors, même que ce soit possible ou non, tu nous as parlé de McCartney. Mais voilà, tu dois collaborer avec... Jean-Pierre écoute, voilà... C'est déjà... La vie m'a donné l'occasion de travailler avec Jean-Pierre, que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, puisque quand il avait fait son duo et tout, on entendait que, dans les années 80, on entendait que ce duo, puis j'ai toujours été intéressé, puis bon, travailler avec lui quand même, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, petite question. Est-ce que l'on fait des karaokés chez vous? Des karaokés? Ouais, est-ce que vous faites des soirées? C'est pas mal, ouais. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Si, des fois en soirée un peu amis, oui. Ça nous arrivait de le faire. Ça nous est arrivé, hein, de le faire. Bien sûr. Alors, on a parlé de cinéma tout le long de cette émission. Quel est votre film préféré? Le film préféré, moi j'aime tellement le cinéma que j'en ai des tonnes. Hein. J'en ai des tonnes, mais enfin après il y a des films que je peux voir tout le temps, voilà, comme La Folie des Grandeurs, enfin ce genre de film que je vois en boucle, quoi. C'est pour ça que tu as dit Fantomas tout à l'heure. Fantomas. Fantomas. Et toi, Karine, ton film préféré?
Ben, idem, j'aime beaucoup les films de comédie, ou alors après, c'est vrai que je passe plutôt sur les films d'horreur, thriller, tous ces trucs-là. C'est vraiment le grand écart. Voilà. Vraiment. D'accord. Alors, une dernière question. Écoutez bien. Concentrez-vous. Maurice transpire. C'est la dernière, Maurice. Après, tu seras libéré. Il tremble. Ouais. Il a appuyé sur les lunettes et tout, parce que moi, je les vois. Vous ne les voyez pas, les auditeurs. Mais moi, je les vois. Alors, accepteriez-vous que je fasse un duo avec Karine, avec bien sûr Maurice au clavier lors de votre prochain concert, Jean-Pierre Savelli a dit oui, et vous? Bien sûr. Si tu veux faire le duo avec moi, il n'y a aucun souci. D'accord. Pas de problème. Ouais. Bon, alors. Faudra débrancher son micro, hein, je vous assure. Ouais. Non. Ah ouais, non. Alors, mais non, on l'abri. Cette semaine, petit aparté, j'ai reçu à mon cabinet une prof de chant qui m'a proposé gracieusement de me donner des cours de chant. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a dit, il faut que tu respires par le ventre. J'ai dit, écoute, on n'a pas le temps là. Je pense qu'elle doit écouter. Je t'embrasse. Oui, super. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter tous les deux? Bah écoute, on a été ravis de parler, de passer un petit moment comme ça, c'est sympa. Ouais, puis... De parler un peu de... Voilà, Et on a hâte que tout se débloque, que tout rentre dans l'ordre au plus vite, parce qu'on en a vraiment marre de cette situation et on aimerait bien partager de bons moments en musique, faire un peu la fête, retrouver la scène et tout le monde, quoi. Parce que là, ça manque énormément. Voilà, ça nous manque un peu, mais bon, on fait avec, mais en espérant que ça ne va pas durer, quoi. Encore un peu de patience. Voilà, peut-être. Ouais. Alors, on verra bien. Ben oui, il faut espérer, il faut y croire. Hein. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Allez, maintenant, mon moment préféré de l'émission, évidemment, c'est le blind test. Donc, vous allez devoir découvrir. Évidemment, il y a là, on a des équipes et je vais compter les points. Je vous préviens. Donc, évidemment, nous avons Maurice et Karine. Vous restez ensemble. Ça tombe bien. Ah bon? Et on a Lily Rose et Émilie. Alors, il faut savoir quand même qu'Émilie est une grande musicienne, donc ça devrait passer. Donc, tout le monde a son, comme on dit en Corse, son stamp. Bon. Allez, concentrez-vous. Ouais, c'était le générique des films, c'est ça, avec le lion. Oui, mais c'est concentration, je vous le préviens. Concentration. Ah, c'est pas la musique? Non. Non, c'est quoi bon? Les premiers, c'est Maurice et Karine. Indiana Jones. J'ai dit les premiers que c'était Maurice et Karine. Ah, pardon. Donc, voilà. Donc, Maurice et Karine, c'est la vôtre. Oui, chacun son tour. Parrain. Je vous ai entendu, c'est le parrain et c'était une bonne réponse. Ah. Allez, on y va. À vous. Titanic. Ah non, pardon. Titanic, ouais. Oui, Titanic. Pour Lily Rose. Là, c'est facile. Bon, après, j'espère que ça va se corser. Hein. La dernière fois, Lily Rose a raté. Non, Bon. Ah, bah, non, c'était pour moi. Pardon, j'ai répondu à sa place. Allez, go. Maintenant, Maurice et Karine. Ouais, il est mort il y a pas longtemps. Alors, qui c'était? Goldfinger. Non, Goldfinger. non, je crois pas que ce soit Goldfinger. C'était James Bond 007, c'est tout. Goldfinger, c'était... Ah non, j'allais dire GoldenEye.
Non, GoldenEye, c'était Tina Turner. D'abord, j'ai dit James Bond. Après, James Bond 007. James Bond Bon, aussi. Ouais. très bien. C'était Goldfinger. Ouais. Allez, go. C'était quoi comme film, ça, les filles? Eh ben, c'était Shadowhunter. Shadowhunter, c'est vrai que c'était pas évident. Allez, Maurice et Karine, Je connais pas. on lâche rien. Ouais. Yes. Oula, c'est C'était La La Land. Ouais. Eh oui, Émilie, elle a reconnu. Allez, les filles. Vous n'avez pas trouvé? Oh là, j'arrive. Un C'est- film irlandais, non? C'est pas sur l'Irlande? C'est Le Seigneur des Anneaux. Pour l'instant, c'est Ah, Maurice et j'ai Karine déjà- qui alors mènent. là, j'ai Eh ben oui. Eh Oh oui. là là. Allez, go. Oh là là. Maurice et Alors. Karine. Ouais. Serpent. C'était la nuit au musée. Eh ben, décidément, ce soir, c'est encore une catastrophe, ce blind test. Allez, les filles. On en a parlé tout à l'heure. Pirates des Caraïbes. Yeah. Ah oui, Pirates aux Caraïbes, elle a dit, Émilie. Pirates des Caraïbes. On y va. Ensuite, Maurice et Karine. Oh, pardon. Alors ça, c'est une série américaine. Je sais pas. Non, Je vois pas du tout. Il y a un rouquin dedans, qui a les cheveux très très roux, Hein limite rouge dans cette série. Ça vous dit rien? C'est Je sais Riverdale. pas. Bon, et donc Mais elle est en des train. choses connues, Sophie, dans tes... Mais des choses connues dans tes blind tests, là. Non, non, c'est connu. Il faut pas que ce soit trop facile. Je connais, je sais pas qui Merde Il faut pas que ce soit trop facile. Allez, on continue. Équipe adverse. Ah bah, entre trop facile et pas connu... Alors là, il y a un patineur qui a joué la cadence et la suite, là. C'était Teen Wolf. Ah bah dis donc, celui-là, le blind test, pour l'instant, on est 2-2. Hein. Allez, Maurice et Karine. Ah, ça- Le retour du Jedi, les gars. Star Wars, ouais. Star Wars. l'ouverture de la- Jedi. Très bien, oui, c'est Maillot vrai. de feu. Ah ah. J'embrasse Chewbacca qui m'écoute. Allez, les filles. Ouais. Carrie, non? On en a parlé Pas tout à Carrie, l'heure. pas le- Non. Non. C'était Forrest Gump. Ah, Love Story. Forrest Gump. Allez, équipe adverse. C'est ça. Évidemment. Eh oui, c'était ça. Allez, alors, vous vous faites éclater les filles. Hein. C'était la soupe aux choux. Ouais, on est à 4-2. C'était la soupe aux choux. Ouais, Ben c'est oui. ça, c'est vrai. Allez, on y va, les filles. If I stay with you, if I'm choosing
if I'm losing now, but I'm winning late, that's all I... Vous avez deviné? Ah, c'est facile. Non. La musique me parle, mais après le film. C'est Casa del Papel? Oui! Allez, faites honneur à notre Ça y est, équipe. tu te réveilles, Émilie, c'est temps. Allez, équipe adverse. C'était le film Sherlock. Ah ben. Ah oui, bon ben. Allez les filles. J'ai adoré ce film. Vous avez reconnu la musique de ce film? Shining, parce que tu Non. parles toujours de Shining, alors c'était Non. ça, non? Non, Je j'ai sais pas. adoré cette saga. C'est Hunger Games. Allez les Bastides, on y va. Ah bah on en a parlé tout à l'heure. Bravo Maurice, c'est ça, le bon, la brute et le truand. Très reconnaissable quand même. Allez les filles, Ah oui. faites-nous honneur. Vous n'avez pas reconnu? C'était Interstellar. Alors moi j'ai vu ce film, j'ai dormi du début à la fin. Voilà, Interstellar. L'équipe adverse. Ah, Game of Non, c'est pas ça que bon. je dois dire. Bah oui, mais je le reconnais. Pour une fois que j'en connais un, Qu'est-ce que tu as dit, Lily Rose? je leur donne, c'est Game of Thrones. Eh pour une ben fois que oui. j'en trouve un. Oh bah dis donc. Allez. Bon, j'ai jamais vu cette série moi. Allez Maurice et Karine. Alors ça, c'est des thèmes de films très connus quand même. Ouais, ça me fait penser à plein de choses, mais je vois pas. C'est Une Batman. série encore, ça. C'était Batman. Hein? Batman. Ah ouais. Eh oui. Je Allez sais les pas. filles. Ah, Desperate Housewives. Oh, on a tous aimé cette série quand même. Ah oui, c'est... Allez, Maurice. Karine. Non, là, vous êtes obligé d'avoir... Tu leur donnes la réponse dans la chanson. Non, il n'y a pas eu le refrain. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais On l'a Maurice... dit. Ah ben oui, Ah, vous l'avez dit. Ah bon, j'ai dit non, ils vont le dire quand même. Ah bon, allez, les filles, faites-nous honneur. On a chanté dessus en plus, tu n'as pas entendu, Ghostbusters. Attends. Ah, c'est Tu l'as sur le bout de la langue, c'est ça, vas-y. Le clown, ça? Non. Si. Harry Potter. Je n'entends rien. Ah, purée. Allez, Maurice et Karine, on est presque au bout. C'est un film mythique. Maurice et Karine. Avatar? Non, pas du tout. Là, C'est un film. Alors maintenant, je vais vous donner des indices. Il y a un homme extraordinaire qui vit à l'époque gréco-romaine et qui se bat contre des lions dans une arène. Et il ruisselle, cet homme.
Ah, Gladiator. Voilà, Gladiator. Allez les filles, je vous donnerai des indices. Facile là. Grey's Anatomy. Oui, Grey's Anatomy. Ouais, non, mais tu vois, Grâce- tu nous donnes des trucs connus. Grâce on à cette répond, hein. série, il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui se prennent pour les personnages de la série, il faut le savoir. Moi, Allez. Là, c'est le premier qui répond, il y en a marre maintenant. Alors là, c'était les Avengers. Alors là, c'était les... Ah, Ouais. les Avengers. Alors là, Maurice, pourtant, Ouais. qu'est-ce qui me bassine avec Avengers? Ah bah dis donc, bah alors là, raison de plus. C'est pas possible. Hein. Allez, Ouais. L'exorciste. ça met de l'ambiance. Allez, la suite. Allez, c'est le premier qui répond. C'est les avec Johnny Depp. C'est Alice au pays des merveilles. Allez. C'est la série The 100. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ah oui. Ouais, bon, c'est Ouais. pas... Alors ça, c'est une série qu'on m'a fortement recommandée qui s'appelle Viking. Hein, Ah oui. à ce qui exact. à ce qui paraît, c'est très très bien. Évidemment. Goldfinger. Ah, quand c'est facile, Bien sûr. là. Et- Qui c'est qui a dit ça, Goldfinger? Mais qui a dit ça? Moi, Oh non. moi. Qui a... Alors, C'est Michel. eh bien, bien sûr que c'est Mission Impossible. C'est Mission Impossible. Ah, The Walking Dead. Ah, j'adore. Oh, The Walking Dead. La dernière saison commence le 28 février sur OCS. Ah, ben tu vois, en plus on fait de la pub. La saison finale. Ah, the final season. là. Alors là, c'était la série 300 que je n'ai jamais vue. Oh, j'ai jamais Moi, j'ai vu. vu le film, par contre. Ah bon? Ah bah c'est peut-être le film alors. Ouais. Moi je pense que c'est une série, mais peut-être que ça ne l'est pas. Ah bon, d'accord. Lily Rose, normalement c'est ton moment. Le film, tu l'as sorti 20 fois depuis le début, c'est le moment. Comme Stéphanie de Monaco, vas-y, sors ton film. Ah, ben je sais pas. Ils sont tous bleus dans le film. Avatar. Oui. J'allais dire une- les Schtroumpfs, j'allais dire. chat. Oui, c'était ça. Intouchable. Les dents de la mer. Non. Ah, peut-être. Ouais, les dents de la mer. Moi-même, je ne sais pas. Oui, les dents de la mer.
Alors, il est tellement beau, cet acteur. J'ai pas regardé la série, mais franchement, je pense qu'un jour, si j'arrive à dépasser le countdown de Netflix, je vais regarder Lucifer. Ah, Ah ouais, Eh oui. Bien. moyen. C'est moyen. Pinky Blinders. Alors, moi, je l'ai pas vu. Hein. Peaky Blinders. Ouais. On a tous été fans de ce Terminator. personnage. Maurice? C'est pas le Terminator. ça. Non. C'est un peu le même genre, sauf que c'est une femme, l'héroïne. Ah. C'est Wonder Wonder Woman. Woman. Ouais. Ah là, c'est facile. Là, c'est pas Fiction. Quentin Ouais. Tarantino. Pas connu. C'est Ah oui, mais ça là, voilà, ça fait partie des musiques de films, comme disait Maurice, où à la première seconde, on sait de quel film on parle. Mais Ouais. lequel? Ben, c'était Pulp Fiction. Oui. Ah oui. La pub pour les jeux ça. C'est encore. Ah, j'adore. J'adore cette saga. Quoi Maurice? La pub pour les gens Bertha. Non. C'est quoi comme Maurice. saga? Je sais pas. C'est pas un C'est western encore. non, c'est Kill Bill. Tarantino souvent utilise des musiques qui ressemblent à des westerns. Eh oui, Kill Bill. Eh oui, mais tu vois. Ouais, mais tu vois. Inspiré de l'école. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause to get Vous ne connaissez pas. Ma fille m'a tanné avec cette série, c'est Pretty Little Liars. Non, vous connaissez pas? Et donc? Non. C'est tombé, Sophie. Ah, c'est le. Non, ça, c'est la quatrième dimension. Alors, ça, c'est le thème du film Les Animaux Fantastiques. Vous savez, ce fameux film. Il n'y a pas longtemps. Oui. Alors ça, tout le monde se dit, on l'a entendu, c'est le monde de Narnia. Oui, oui, oui. Qui Eh avait- ouais. Qui avait une Oui, musique exact. exceptionnelle. Ouais. Ah. Allez, la dernière. Alors ça, c'est un film que c'est Je vais facile. la lancer dessus. C'est un- Euh, Alors ça, c'est un film qui a fait un carton aux États-Unis, évidemment, dans le box-office américain. Il y a, comment il s'appelle déjà cet acteur-là, qui a joué aussi dans Titanic. Maintenant, son nom ne me vient plus. DiCaprio. Ouais, il a joué Inception. Eh ben dis donc, Ah, eh, dis donc, heureusement que vous êtes de grands cinéphiles, hein, je voudrais pas dire, mais c'est limite quand même. Hein. Non, mais nous, on connaît les films qui sont connus, quoi. Dis-moi. voilà. C'est des films qui sont connus. Oui. On a dit cinéphile, pas série télé. Il y avait un mix de tout.
Donc voilà. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. On va tous aller, aller dîner. Hein. Tout le monde va manger sa soupette, aller se coucher. La semaine va reprendre. Cette semaine. Oui. C'est Maurice qui l'a fait. Tu parles. Ah, Maurice. Maurice a beaucoup de cordes à son arc, apparemment. Maurice peut vous faire des vestes en fourrure, des crêpes, accessoirement une paella. Il peut vous filmer à votre mariage. Il peut vous filmer dans des clips de rap. Il peut composer la sérénade de votre fiancé. Il est vraiment polyvalent. Bon, les clips, je peux les faire, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai, par contre. Il fait du mariage, on va les faire. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Le programme de la semaine prochaine, enfin de la semaine qui va arriver. Mardi soir, on a le Bassoane qui répondra à vos questions pendant le live voyance du mardi soir. Vendredi soir, on a l'émission Rencontrer l'amour, mythe ou réalité de 21h à 23h. Samedi soir, je serai en live sur Facebook de 21h à 23h. Et dimanche prochain, on a encore l'émission L'Hebdo. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie, Maurice et Karine. C'était très sympa de vous accueillir pendant cette émission. N'oubliez pas mon... Ah, pardon. N'oubliez pas mon duo, parce que moi, je n'ai pas oublié, n'est-ce pas? Mais non, mais on n'oublie pas. Non, on fera le buzz. Moi, je suis prête. Et on invitera les et Émilie, alors. Voilà. Moi, je ne chante pas. Hein. Moi, je ne chante pas. Moi, je vous regarderai. Non, Lily Rose, elle fera du tambourin. Ouais. Ou des maracas. Donc, voilà. Voilà. Donc, on vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très vite. Également. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.